Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette cinquième capsule qui va nous permettre d'aborder aujourd'hui le principe de l'émotion qu'on appelle la colère. Alors derrière moi, vous voyez les différents ouvrages que j'ai rédigés. Le plus haut s'intitule Accueillez votre intuition, le deuxième Comment maîtriser l'auto-hypnose et enfin le troisième la fréquence Lao Chi, la fréquence de guérison. Et il y a un quatrième ouvrage qui s'appelle donc L'art de la méditation. Et tous ces ouvrages sont des recueils d'exercices que j'ai pu expérimenter à travers tous les ateliers que j'ai faits depuis maintenant plus de 10 ans. Et si vous souhaitez les acquérir, eh bien, ils sont soit sur fnac.com, soit sur notre site activezen.eu à la rubrique manuel. Voilà, donc déjà merci de votre fidélité, cinquième capsule, nous sommes le 17 janvier 2021. Et bien sûr, je m'inspire des questions ou des suggestions que vous me faites en commentaire sous les audios et vidéos postés sur YouTube et sur notre nouvelle chaîne odyssée.com. Bien, commençons donc à analyser ce phénomène, cette émotion qu'on appelle la colère. C'est une émotion que tout le monde partage et certains d'entre nous ou certaines d'entre nous ont tendance à partager cette émotion de manière très régulière, pour ne pas dire de manière chronique. Donc lorsqu'une personne est en colère de manière régulière, on peut presque imaginer qu'elle est devenue dépendante à cette émotion, créant ainsi chez elle un sentiment colérique qui l'oblige à chercher dans son environnement personnel, professionnel, amical, les moindres petites broutilles qui lui permettraient d'exprimer cette colère. Alors bien évidemment, il existe deux formes de colère. Et là, lorsque l'on parle de quelqu'un de colérique, on parle de pathologie, donc clairement, eh bien cette personne a tendance à exprimer cette colère pathologique, soit de manière brûlante, chaude, comme un volcan qui explose, et auquel cas on peut observer dans ses mots, ses attitudes, ses réflexions, que cette colère est vraiment présente et puissante, soit la colère froide qui consiste à utiliser l'ironie, le sarcasme, le mépris ou carrément à quitter les lieux. Et cette colère froide est aussi vivace et importante que la colère chaude. La différence entre ces deux types de colère, c'est que l'une va extérioriser l'énergie qui a été compressée, et nous verrons comment et pourquoi cette énergie est réprimée. Et quelque part, il peut être sain de temps en temps de libérer ce trop-plein d'énergie. Alors bien sûr, il existe des manières bienveillantes de le faire. Et vous avez donc la colère froide qui consiste à retourner cette énergie contre soi. Les gens coléreux ou colériques ne font pas de bons vivants. En général, ils développent des maladies, des pathologies, lorsqu'ils gardent ces énergies refoulées à l'intérieur. Et c'est bien sûr les organes qui stockent cette énergie et finissent par rendre le corps ou l'esprit malade. Donc nous allons analyser maintenant strate par strate l'origine de la colère en général. Alors, si on veut bien analyser la colère, donc l'émotion, on se rend compte très rapidement que cette colère vient en fait d'un sentiment de frustration. On se rend compte de cela puisque l'on ressent cette énergie physiquement en soi. Cette frustration, elle ne vient pas de nulle part. Elle est bien sûr générée par un désir, une attente. C'est donc la troisième strate qu'il nous faut explorer. Quel a été mon désir, quelle a été mon attente, et est-ce que ce désir ou cette attente était légitime? Est-ce que c'était le bon timing, le bon moment, les bonnes personnes pour exprimer cela? Si l'on fait une petite analyse sur son désir et ses attentes, on peut prendre conscience que, quelque part, nous avons été co-créateurs de la colère à venir, car nous l'avons exprimé, ce désir et cette attente, au mauvais endroit, au mauvais moment, ou tout simplement avec la mauvaise personne, ou avec les mots qui ne nous convenaient pas tout à fait. Donc ça, c'est la première échappatoire possible pour ne pas tomber dans le piège de la colère. Avant le désir et l'attente, il y a encore une strate très intéressante qu'il nous faut explorer. Je veux parler de la strate des valeurs. Nous avons tous des valeurs et elles nous aident à évoluer dans ce monde et ses relations sociales. Ces valeurs, bien sûr, ne sont pas les nôtres, elles nous ont été inculquées et nous les avons acceptées. Il s'agit donc de conditionnement. La valeur liberté, fraternité, égalité, auquel je tiens beaucoup, comme vous j'imagine, la valeur justice, la valeur respect, sont des valeurs qui articulent notre mouvement dans la société et enrichissent et nourrissent nos liens sociaux. Lorsqu'une de nos valeurs est perturbée, refoulée, rejetée, moquée, eh bien une part de nous se réveille. Cette part qui va mettre en lumière ce désir non abouti, cette frustration, et enfin aboutir à la colère. Cette part de nous qui s'éveille, vous la connaissez, c'est bien sûr notre ego, notre mental ego.
celui qui considère que sa valeur est universelle, que tout le monde doit être pour la justice, qu'il est absurde de ne pas aimer le respect. Et pourtant, quand on y regarde d'un peu plus près, toutes ces personnes éprises de liberté ont tendance à la réprimer, à nous la retirer. C'est étrange, non? Comment une valeur exacerbée peut mettre au jour la contre-valeur. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours important d'analyser sa colère et les motivations de sa colère pour ne pas y succomber. Rappelez-vous, notre ego mental ne voit que la surface des choses et a peu à voir avec notre identité profonde, notre âme, notre cœur. C'est la raison pour laquelle il faut aller creuser au-delà de la valeur et comprendre que cette valeur protège quelque chose de plus important encore et de plus fondamental pour nous. Cette chose essentielle qui nous structure, c'est notre croyance. La croyance que nous avons dans la vie, dans les relations que nous avons avec les autres, cette croyance ou ces croyances qui structurent notre psychisme est une sorte de cage dorée, à l'intérieur de laquelle on se sent en sécurité. Et si quelqu'un, une société ou une religion vient mettre à mal notre croyance, eh bien nous sommes prêts à mourir pour elle, à nous battre ou à nous isoler totalement. Là encore, on peut mesurer combien l'excès en une croyance peut nous amener à l'opposé de ce que nous étions censés vénérer. Le plein contient le vide. Le vide explique le plein. Si l'on regarde au-delà de nos croyances, de ces conditionnements qui commencent très tôt, on s'aperçoit que nos croyances cherchent à nous protéger d'autres choses. Creusons un peu plus loin. Qu'y a-t-il derrière nos croyances, pour lesquelles nous sommes prêts à mourir? Il y a nos peurs les plus profondes, les plus inconscientes. Et ces peurs, si elles ont pour vocation de nous maintenir en vie et de nous permettre d'échapper à certains dangers, peuvent devenir obsessionnelles. Nous l'avons déjà vu avec la capsule traitant de l'anxiété. Mais pourquoi ces peurs existent-elles? Pourquoi ont-elles pour mission de nous protéger? Que protègent-elles? Regardons plus loin et observons que derrière nos peurs se cachent nos besoins. Des besoins de deux natures essentiellement. Les besoins vitaux, la nourriture, l'hébergement, l'argent, et les besoins d'ordre plus spirituel, l'affection, la reconnaissance, et au-delà de tout, l'amour. Nos peurs préservent nos besoins. Nos peurs fondamentales préservent nos besoins fondamentaux. Quelles sont nos peurs fondamentales? La première, la peur principale, ressentie par notre ego, est la peur de mourir. Car notre ego sait bien que si ce corps meurt, il ne lui restera plus longtemps à vivre et il devra se dissoudre avec lui. C'est pourquoi notre peur de la mort peut nous pousser à des croyances, des valeurs, des désirs et des attentes totalement irrationnels. Certains diront qu'il est plus intéressant de passer le plus clair de son temps à chérir la vie qu'à avoir peur de la mort. Mais c'est un choix qui nous est personnel et c'est à chacun de choisir de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. L'autre peur fondamentale qui nous structure et qui définit notre survie, c'est bien sûr la peur de manquer d'amour. Derrière le mot amour, il y a bien sûr le mot reconnaissance, avoir sa place, le mot respect, le mot justice, le mot vérité. Ce mot valise qui est le mot amour, que nous ressentons à l'intérieur de nous lorsqu'il vibre juste, nous rappelle combien nous sommes dépendants de cette énergie, de cette nourriture d'amour.
Certains chercheurs ont testé le manque d'amour sur des nourrissons chimpanzés, et bien qu'ils les aient nourris normalement, régulièrement, ont pu constater que l'animal se laissait mourir, car sans amour, la vie n'est pas viable. La mort sociale, la disparition des réseaux sociaux, peut correspondre pour certains d'entre nous à une sorte de mort sociale et de perte d'amour. On comprend mieux à quel point nous sommes dépendants de ce besoin d'amour. Alors, pour ne pas succomber à la colère, que se passerait-il si nous commencions à trouver de nouvelles ressources, de nouvelles solutions simples et efficaces pour nourrir notre besoin d'amour, à travers la nature, les animaux, des relations vraies avec les autres et avec nous-mêmes, car seule la vérité guérit. Si nous commençons à ouvrir ces portes et à les ouvrir à travers le cœur, qui est le réceptacle de cette énergie d'amour dont nous avons tant besoin, alors nous pouvons ressentir cet espace intérieur grandir, s'illuminer, devenir vivant, comme nous devenons vivants à chaque instant et à chaque respiration d'amour que nous ressentons dans ce moment présent où tout est parfait, où tout est juste, où tout est amour. Merci.